Pour commencer, j'ai envie peut-être de vous poser une question sur les images qu'on a vues ce week-end, enfin surtout hier. Le bus est passé, je crois, juste de devant la chambre. Des joueurs, tous avec des smartphones en train de se filmer ce moment extraordinaire, avec un public eux-mêmes les filmant, donc une sorte de miroir absolument incroyable de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que les télécoms, le smartphone, la connectivité, la connexion permanente est devenue la règle de vie en société. Ça crée d'ailleurs parfois quelques problèmes d'addiction et d'attention pour nos enfants. On y est évidemment tous sensibles. Qu'est-ce qu'on vous avez ressenti quand vous avez vu cette image assez incroyable et est-ce que ça a été pour Orange, par exemple, une explosion particulière du réseau? Enfin, le réseau a tenu visiblement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous qui avez vécu ces 15 ou 20 dernières années d'explosion du monde des télécoms, qu'est-ce que cette situation finalement évoque quand on travaille dans un grand groupe comme Orange qui rend cela possible? Bonjour à toutes et à tous, d'abord. Effectivement, vous le signifiez bien, il y a une véritable révolution dans les télécommunications qui s'est accélérée ces 10 dernières années avec le smartphone et avec en fait l'Internet mobile. Aujourd'hui, en moins de 10 ans, 75% des Français sont équipés de smartphones et donc utilisent au final ce qui a été jusqu'à maintenant de l'Internet à la maison en mobilité, ce qui a complètement révolutionné les usages. Si on revient plus particulièrement au monde des télécoms, on vit une révolution effectivement qui s'accélère, assez unique et qui est assez paradoxale pour nous en tant qu'opérateurs de télécom, parce qu'on est à la fois un opérateur qui permet la révolution numérique, puisque c'est nous qui apportons le réseau à peu près partout, j'allais dire en France et dans le monde, et en même temps nous sommes, j'allais dire nous-mêmes, disruptés, bousculés par cette révolution numérique. Si on regarde plus précisément ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les opérateurs de télécommunications ont créé des réseaux qui permettent à un certain nombre d'acteurs de venir et de les bousculer. Si je regarde plus particulièrement, peut-être qu'on peut regarder un peu le monde, ce qu'on s'était dit au global, qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs de télécommunications, aujourd'hui, globalement, sont disruptés par les GAFA avec 2 grands risques sur leur économie. Et les smartphones en font partie. Un, le risque d'être commodisé, c'est-à-dire de devenir simplement des tuyaux qui amènent au final du réseau. 2, un risque qui est celui, comme on l'a vu et vous le signifiez à demi-mot, celui d'être désintermédié. Quand on regarde commodisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérateurs de télécommunications peuvent être uniquement des apporteurs de tuyaux, de réseaux, avec cette perte de relation client qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait la force d'un opérateur de télécom? C'est celui de maîtriser sa relation client. C'est celui de facturer un client en fin d'année, tous les mois. Orange France est dans ce cas-là, mais c'est le cas de tous les grands opérateurs de télécom, et donc d'avoir une relation directe avec ses clients. Le deuxième risque, celui de la désintermédiation, c'est celui qu'ont essayé d'avoir les GAFA et sur lequel ils vont de plus en plus, qui est de se dire, voilà, je m'interface entre l'opérateur et le client final. Donc nous avons affaire à 2 risques, et c'est pour ça aujourd'hui que d'ailleurs les opérateurs de télécommunications sont en train de bouger eux-mêmes sur leur socle et sont en train de rechercher les clés d'un nouveau business model. Un business model qui va leur permettre de maintenir cette relation client, et puis, là aussi, de profiter de cette révolution numérique pour bouger, évoluer et aller sur d'autres territoires. Si vous regardez au final ce qui se passe dans le monde, regardez attentivement tous les opérateurs de télécom, et je regarde pas uniquement le marché français, mais je regarde des AT&T, des Vodafone, des Telefonica, des grands opérateurs qui sont dans la dynamique d'un Orange, ils sont tous en train de faire des mouvements. Des mouvements pour lutter contre ces 2 phénomènes, ou en allant vers le client final, avec des services, exemple dans le cadre du divertissement, on pourra revenir dessus, ou trouver des services nouveaux, celui de la banque, nous l'avons fait mais nous ne sommes pas les seuls, aller sur au final une des forces des télécoms qui est la maîtrise des réseaux en allant sur toutes les données sur la cybersécurité, cyberdéfense, ou 4e, aller sur un autre territoire sur lequel les opérateurs de télécommunications ont un asset fort qui est la data, la richesse de la connaissance client, pour aller au final chercher là aussi des relais de croissance, et tout ça ayant pour objectif de contrer les GAFA qu'ils ont permis au final de créer, lutter contre les startups et lutter contre demain les géants de l'intelligence artificielle qui naîtront aussi. On est dans ce paradoxe où nous sommes à la fois
celui qui révolutionne le monde et en même temps celui qui va être bousculé par cette révolution du monde. Et c'est notamment, je reviens un petit peu sur ce risque de commoditisation, mais c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles vous investissez dans de nouveaux secteurs. Il y a la banque que vous avez citée, il y a aussi ce partenariat notamment avec Canal, peut-être qu'on peut y revenir, où vous avez du coup réussi à prendre la main sur la relation client, ce qui était inédit jusqu'à présent. C'est vraiment ça, du coup l'objectif c'est d'aller investir dans ces nouveaux secteurs-là pour essayer de garder la main par rapport à ces nouveaux acteurs. Quand on est un opérateur de télécommunication, on a deux enjeux, on reviendra dessus. Il y a déployer des réseaux, parce que c'est un enjeu extrêmement fort sur lequel nous sommes tous aujourd'hui. Et il y a deuxièmement, effectivement, maîtriser cette relation client, ne pas se faire des intermédiaires. La force qu'on a par rapport à un Google, par rapport à un Facebook, par rapport à un WeChat, un peu moins WeChat, mais en tout cas c'est Facebook et Google, c'est clair, ou même un Apple, c'est le fait que nous avons la relation client finale, nous avons la capacité de facturer nos clients, donc nous avons leurs données bancaires et nous avons ce qu'on appelle, on est un opérateur, on est un data rich, c'est-à-dire qu'on a une capacité de connaître nos clients très très en profondeur. Et donc l'objectif pour nous va être effectivement de s'adjoindre des services, des offres dans les contenus, et c'était le cas avec Canal, qui vont nous permettre de renforcer et de maîtriser cette relation client finale. C'est exactement le cas avec Canal, il était double. À la fois amener des contenus, sans pour autant investir frontalement dans les contenus. On pourra revenir dessus, mais ça c'est une stratégie auquel nous ne croyons pas compte tenu de l'inflation des coûts qu'il y a aujourd'hui sur les contenus. On le voit bien dans le domaine du sport, mais pas uniquement. Le deal AT&T Time Warner, par exemple, en est un bon exemple. Hein. C'est 85 milliards de dollars qu'il faut sortir. Enfin, c'est quand même monstrueux. Et en même temps, nous pensons que maîtriser la relation client passera par apporter des services et des contenus qui nous permettront de rester et de ne pas être des intermédiaires. Ça, vous avez raison. Et pour continuer dans cet axe-là, l'une des inquiétudes que nous avons, et c'est pour ça aussi que nous allons y répondre, c'est celui de l'arrivée des assistants personnels que l'on voit fleurir aujourd'hui. Quand vous voyez des Google, quand vous voyez des Apple, quand vous voyez des Amazon déployer des Alexa, des Google Home, etc. Quel est leur objectif ? Il y a plusieurs titres. Un, d'abord de prendre possession dans le foyer. Parce qu'effectivement, ces acteurs-là sont dans les foyers, mais ils sont dans les foyers de façon extrêmement diffuse. Il n'existe la marque est complètement diffuse. Or, prendre possession dans les foyers, c'est évidemment une mise à l'esprit permanente de la marque, vous devenez un incontournable. Et moi, je voudrais juste attirer votre attention parce qu'on critique beaucoup le marché français, mais le marché français, il a réussi une chose assez étonnante sur ce marché des télécoms, qu'aucun autre n'a réussi, c'est la place des box. Il n'y a qu'en France où les box ont réussi à prendre, et là, c'est, j'allais dire, une entente qu'on a eue sans contrainte juridique. Hein, c'est une entente implicite, subliminale de tous les opérateurs. Nous avons réussi, tous les opérateurs que nous sommes, à prendre possession des foyers en installant des box et en n'étant pas des intermédiaires. Ce qui explique que ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'éparpillement, avec l'arrivée des Apple TV, des Roku, de toutes ces solutions, elles n'ont jamais fonctionné en France. Et ça explique d'ailleurs une des difficultés qu'a Amazon aussi à s'installer en France. Donc on voit bien que ces opérateurs cherchent à prendre possession dans le foyer avec deux objectifs, être là, être la marque que vous avez à l'esprit tous les jours parce que globalement vous adressez à cette boîte. Et ça, c'est notre force et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on y résiste. Et puis deux, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le foyer, vous commencez à véritablement maîtriser les usages, à intégrer de la data, à collecter de la data, de la data d'usage, de ce que font les clients. Et ça a une richesse de main incontournable, parce que nous faisons nous. Et c'est pour ça que leur position, elle est double. Elle n'est pas la même quand on s'appelle Amazon, où globalement vous essayez aussi derrière de faire de la monétisation, mais en tout cas tous ont le même objectif de rentrer dans le champ du foyer, là où ils ne sont pas suffisamment aujourd'hui implantés. Alors, Orange en France, je crois que c'est encore 70 000 personnes environ. C'est un marché, Pierre l'a un peu dit tout à l'heure, c'est un marché mature. Il y a 4 opérateurs, les prix sont, j'allais dire, peut-être parmi les plus bas du monde. C'est une bonne chose pour nous, consommateurs. C'est plus compliqué pour vous, opérateurs, qui devez investir. Quelle est votre analyse de la situation du marché français, de cet élément peut-être de fragilité que ça peut représenter face à des investissements, et on va y revenir aussi tout à l'heure, colossaux à venir,
parce que effectivement, ces technologies, c'est à la fois le fixe, c'est le mobile. Aujourd'hui, c'est la fibre. Demain, c'est la 5G. Donc, comment est-ce que vous analysez à la fois la situation du marché et la situation particulière d'Orange dans ce contexte ? Alors, le marché français, il est très atypique dans le domaine des télécommunications. Pourquoi ? Parce que c'est le seul marché qui, au final, perd de la valeur, alors que tous les autres marchés en gagnent. Nous avons perdu collectivement 5 milliards d'euros de valeur en 4 ans, liés à la baisse des prix, qui effectivement ont plutôt privilégié le pouvoir d'achat et le consommateur, ce qui est plutôt une chose positive, mais qui a sans doute atteint des profondeurs un peu importantes en France. On en parlait tout à l'heure. Je vous racontais que lorsque je vais faire des roadshows aux États-Unis ou même en Australie, on nous compare à l'Inde dans les prix. C'est-à-dire que nous pratiquons en France les prix qui sont pratiqués en Inde, avec la différence c'est que le marché français, c'est 60 millions de consommateurs potentiels. L'Inde, c'est 1 milliard. Et donc, globalement, un marché, il tient sur deux dynamiques. Le volume de clients acquis ou la valeur générée par client acquis. Nous n'avons pas le volume et nous n'avons plus la valeur. Donc voilà, ça explique pourquoi aujourd'hui ce marché perd autant de valeur alors que les autres opérateurs en gagnent. Il suffit d'ailleurs de voir le cours de bourse des opérateurs de télécom en France. Le cours des télécoms dans le monde n'est pas extraordinaire de par lié aux investissements qui font peur aux analystes, mais alors en France, c'est assez catastrophique. C'est le seul qui perd entre 20 à 40%. On a des compétiteurs en France qui ont perdu 40% de leur valeur depuis le début de l'année. Donc voilà, on voit que c'est un marché en France très compliqué. Ce marché, il est compliqué. Pourquoi ? Parce que on a 4 opérateurs, c'est un peu court de le dire comme ça. C'est pas tant que nous avons 4 opérateurs, c'est que nous avons 4 opérateurs, dont un 4e qui est rentré très tardivement, avec des conditions de concurrence qu'il a fallu lui faire, et ce qui était nécessaire parce qu'il arrivait très très tard, très asymétriques, qui lui ont permis de disrupter le marché beaucoup plus que globalement n'importe quel autre marché mature pouvait se le permettre. Je ne suis pas contre la compétition, je pense qu'elle est très saine, au contraire. Par contre, ça, c'est les conditions de la compétition qui ont rendu ce marché extrêmement fragile en France et qui fait qu'on a 4 opérateurs qui se mènent une bataille commerciale extrêmement forte. La deuxième spécificité du marché français, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est qu'au final, moi je le dis sans agressivité, mais il n'y a pas réellement d'opérateurs industriels de télécom en France. Je suis désolée. Si vous regardez l'Espagne, si vous regardez l'Allemagne, si vous regardez l'Angleterre, prenons 3 pays en proximité, vous allez en Espagne, vous avez 4 opérateurs qui déploient des réseaux fixes et mobiles. Vous avez Orange, mais vous avez Vodafone, vous avez MásMóvil et vous avez Telefónica. Donc vous avez des opérateurs internationaux qui ont des capacités de déploiement de réseau. En France, au final, il n'y a qu'un opérateur qui déploie des réseaux fixes et mobiles. C'est Orange. À la fois parce que c'est notre ADN historique, mais parce qu'au final, les 3 autres opérateurs sont des opérateurs de réseau mobile. Ce ne sont pas des opérateurs de réseau fixe. Ils déploient leur réseau mobile, et encore, ils se sont associés, et ils ne déploient jamais de réseau fixe. Le cuivre a été déployé à 100% par Orange, ex-France Télécom. Et la fibre, aujourd'hui, Orange réalise 80% des déploiements de la fibre en France. Sur les 10 millions de foyers raccordés en France, raccordables en France, 80% ont été déployés par Orange. Et nous avons des compétiteurs qui nous achètent par cofinancement du réseau. Mais il n'y a pas de déploiement. Là aussi, c'est une spécificité de marché français. C'est-à-dire que l'investissement réel de déployer un réseau, vous n'avez qu'un opérateur qui le tient et qui le fait. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est encore une spécificité française avec des règles françaises. Ce qui explique que vous pouvez avoir de la part des 3 autres une compétition commerciale extrêmement forte, mais qui est un tout petit peu plus compliquée quand vous n'avez pas autant d'investissement de la part des autres opérateurs sur déployer les réseaux. Et quand globalement on dit la France est en retard, la France n'est pas en retard sur les déploiements. La France, par contre, est dépendante d'un seul opérateur pour déployer ses réseaux. Or, c'est évident que quand vous êtes plusieurs, on va quand même un tout petit peu plus vite, d'accord ? Et au-delà de ça, la compétition commerciale qui est menée de par le fait que les autres opérateurs n'ont pas aujourd'hui n'investissent pas autant, leur donne une capacité commerciale par contre de primes au prix extrêmement forte, perturbe ce marché français. Donc on a un marché français très très atypique, qui en plus a un 3e atypisme, qui est celui de la congruence des temps, la congruence des temps de déploiement. Nous avons à déployer en même temps la fibre et la 4G, et déjà les prémices de la 5G. Aucun marché, j'allais dire, là aussi, dans le monde, n'a embarqué dans cette même temporalité autant d'enjeux de déploiement et d'investissement en même temps.
Là encore, je prends l'Allemagne. L'Allemagne, vous n'avez pas de déploiement fibre. Ils ont choisi de faire du VDSL, ils ont choisi d'optimiser le réseau existant, ce qu'ils pouvaient faire. L'Angleterre, pas de fibre. Vous avez par contre du mobile, beaucoup de mobile. L'Espagne, qui est un peu plus proche de nous, vous avez les deux, mais globalement avec 4 opérateurs. Et puis vous avez une 4G qui a pris du retard par rapport à la fibre. Donc vous voyez, personne n'a pris des engagements et n'a voulu être dans cette, course au débit aussi forte sur 2 voire 3 réseaux. Ce qui quand même est une temporalité exceptionnelle. Un chiffre peut-être pour que vous l'ayez en tête. L'année dernière, les opérateurs ont mis 9,6 milliards d'euros d'investissement sur la table. C'est quand même un chiffre colossal. Enfin voilà, ça montre tout de suite la question et le débat. Donc un marché français très atypique. Je voudrais revenir sur le nombre d'opérateurs en France. Bon, ça fait l'objet de ça maints glose débats beaucoup, vous avez raison. depuis des années. Mais c'est vrai que ça fait depuis l'arrivée de Free, en fait, les 4 opérateurs ne se sont jamais tous bien portés. Il y en a systématiquement un qui va pas bien. Alors là, aujourd'hui, on parle des difficultés de Free dans l'Internet fixe. Avant, c'était SFR, et puis encore avant, c'était Bouygues Telecom. Donc je vous repose une énième fois la question, mais est-ce qu'une consolidation, un retour à 3 opérateurs est nécessaire? Est-ce que c'est un impératif pour retrouver un marché français des télécoms qui fonctionne correctement, en tout cas? Moi, je pense que oui, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, de ce contexte qui nous est particulier. Et puis là encore quelques chiffres. Le mobile en France, le taux de pénétration du mobile en France est à 116%. C'est-à-dire que 116% des Français sont équipés de mobiles, ce qui veut dire qu'il y en a quand même parfois qui en ont 2, sinon ça ne marche pas. C'est pas moi qui me suis trompée sur les chiffres. Donc on a un marché ultra mature. On a un taux de pénétration de l'ADSL qui est aux alentours de 86%. Donc on a un peu de marge, mais ce serait très honnêtement, compte tenu des coûts quand même nécessaires, on est quand même déjà au taquet. Donc on a un marché extrêmement mature. Effectivement, on le voit bien, ce marché extrêmement mature, à 4, globalement, il atteint ses limites. Et donc, avec en plus un acteur qui est arrivé, qui a disrupté les prix, et donc qui a acquis énormément de volume de clients, donc qui a mis en difficulté d'autres acteurs plus stables, globalement, un marché à 4 ne fonctionne pas. Il y en a toujours un qui est exclu du marché. Donc, globalement, tant qu'on sera dans cette logique à 4, vous aurez toujours un acteur qui, globalement, donnera le sentiment qu'il se positionne, comme on l'appelait l'année dernière, en tout cas, comme on a pu qualifier certains, en donneur universel. C'est lui qui permet aux 3 autres de vivre. Et ça va tourner. Et ça va tourner parce qu'au global, nous avons un marché qui, globalement, ne permet pas cette logique-là. Et parce qu'en plus, nous sommes rentrés, comme nous n'avons pas trouvé, comme les opérateurs ne déploient pas de réseau en propre, ne sont pas capables de définir une qualité différenciante sur le réseau pour valoriser les prix, ont aussi réduit les coûts de la relation client, les coûts de l'expérience client, ne sont pas capables non plus de se différencier sur la qualité de l'expérience client. Vous ne pouvez être que nivelé par le prix et ne vous battre que sur le prix. Ce à quoi nous avons résisté et sur lequel je refuse d'aller. Si je rentre dans une bataille de prix, Orange ne gagnera jamais. Mais les 3 autres sont dans une bataille de prix. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, quasiment 70% des ventes sur le mobile se sont faites à moins de 5 € pour du 50 gigas, voire du 100 gigas. C'est-à-dire que c'est même pas la place d'une place de parking à Paris, par mois. Certains proposant cette offre à vie. C'est pas tenable. L'année dernière, le marché avait réussi à gagner un peu de valeur. On va la reperdre cette année. Parce que quand vous faites de l'acquisition de clients à 5 €, là où de toute façon, votre réseau vous coûte en moyenne 9 à 10 € par mois, vous êtes en vente à perte. Donc de toute façon, il n'y a pas de croissance. Donc ce marché-là, de par les conditions que je vous ai expliquées, de par sa maturité et de par le fait que globalement les opérateurs n'ont pas trouvé d'autres possibilités d'acquérir des clients que de se livrer une bataille de prix bas, de toute façon, le prix bas au bout d'un moment atteint ses limites et globalement exclura systématiquement un opérateur. Malheureusement, c'est mécanique. Pour prendre une terminologie footballistique, est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de corner, comme on dit? C'est-à-dire que cet élément de pouvoir d'achat que vous évoquez, qui illustrait ce que je disais au début, tous ces jeunes qui ont tous effectivement la possibilité de se filmer, donc de bénéficier de cette capacité à un prix très bas, c'est un élément aujourd'hui du pouvoir d'achat des Français. On sait que c'est un sujet politiquement particulièrement sensible,
Et en plus, dans une famille, si vous avez une famille et 2 enfants, c'est 4 abonnements. Donc on voit bien, c'est vrai que les prix sont bas, mais si on prend la totalité du coût, ça peut représenter jusqu'à 80, 100 euros par mois pour une famille, donc en comptant l'Internet à la maison. Donc c'est néanmoins un prix assez sensible, je dirais presque aussi sensible autrefois, sous l'Ancien Régime, comme on disait, que le prix du pain. Donc premier élément de la cornérisation, c'est la relation particulière que ça veut dire avec les pouvoirs publics qui régulent le marché. Et le deuxième élément, c'est le social. C'est que s'il y a consolidation, donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe sur le plan social, et on sait que c'est un secteur qui a connu, France Télécom l'a vécu aussi, de ce point de vue-là, des moments difficiles. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir, si je puis dire, de ce corner ? Alors, le marché est cornérisé. Moi, je voudrais juste dire d'abord qu'Orange n'est pas cornérisé. Hein. La preuve, c'est que nous ne sommes pas rentrés dans cette bataille de prix, même si on a fait des promotions, et on continue de défendre la valeur en défendant 2 choses. Et je reviendrai à votre question après, mais je voudrais moi mettre en exergue un sujet qui est la qualité. Je crois fondamentalement, et on commence à le voir d'ailleurs sur d'autres marchés que je regarde parce qu'ils sont pour moi les prémices aussi de mouvements comportementaux, notamment celui de l'alimentaire. La qualité du réseau, la qualité de l'expérience client, la qualité de l'assistance et l'expérience que vous offrez à la fin de la journée à un client qui devient totalement dépendant, on l'a dit tout à l'heure, voire addict à son terminal, parce que la connectivité devient aujourd'hui un bien essentiel. Moi, je reste convaincue qu'il y a de la place pour la qualité et pour la valeur. Après, vous aurez, comme dans tous les marchés, des marchés low cost qui se structurent, et on en a un, qui touche 20-30% de la population. Mais vous avez 70% de la population qui attend de la qualité et qui est prêt à payer un peu pour la qualité. Et la qualité, j'allais dire le prix moyen dépensé par un foyer n'est pas de 80 mais plutôt de 50, ce qui quand même est déjà pas mal. Je rappelle, aux États-Unis, c'est $100 pour juste un forfait avec la moitié de la data de ce qu'on propose en France. Donc voilà. Au global, je pense qu'il y a le corner, on s'y met aussi, hein, et on a voulu s'y mettre. On peut en sortir, et la preuve, c'est que nous repartons en croissance depuis maintenant 4 trimestres, pour la première fois depuis 2009, en n'ayant pas perdu le fait que nous pouvons vendre de la qualité, vendre de l'expérience client un tout petit peu plus cher. Pour revenir à votre question, qui était autour de la relation avec l'ARCEP. Oui, et puis avec, j'allais dire, la dimension politique, de ce sujet. Alors, j'allais dire que je ne suis pas convaincue que ce soit uniquement, certes, c'est, j'allais dire, le régulateur et le gouvernement qui a décidé de faire venir un 4e entrant et décider les conditions de l'arrivée d'un 4e entrant. Je ne pense pas que globalement, il y ait une volonté automatiquement d'enclencher cette guerre qui nous a amené à une baisse des prix aussi forte dans une logique de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quand vous regardez les prix moyens pratiqués en France, quand je vous dis que c'est les plus bas du marché mondial, qu'on est comparé à l'Inde, je ne suis pas sûre que c'était automatiquement ce qu'avait en tête l'Assemblée nationale quand elle a voté en 2010 l'arrivée d'un 4e entrant. Parce que la perte de valeur de 5 milliards d'euros de valeur pour des entreprises françaises, je ne suis pas sûre qu'à la fin, ce soit le choix qu'elle aurait fait. Qu'est-ce qu'on a perdu dans la bataille ? On a perdu une valorisation d'entreprises en bourse. On a perdu de la valeur là où tous les autres opérateurs dans le monde progressent. On a perdu, et moi je le dis avec beaucoup de tristesse, parce que même si c'est un compétiteur, SFR était une grande entreprise, une grande marque. Je suis désolée, aujourd'hui ça n'est plus le cas. C'est une entreprise fragile. Et je vais vous dire, le vrai sujet derrière, ce n'est pas la bataille qu'on se mène en France, c'est la bataille européenne de la consolidation de demain. Vous n'avez aucun acteur en France qui est solide, à part Orange. Donc SFR, Bouygues, Free sont aujourd'hui des acteurs qui, demain, dans une consolidation européenne, n'ont aucune possibilité de réellement être le prédateur. Les vrais, ça va être Vodafone, Telefonica, ça sera Deutsche Telekom, qui vient de s'exporter aux États-Unis, en rachetant Sprint aux États-Unis, le numéro 2. Enfin, c'est ça, pour moi, au final, l'échec de notre économie. Et c'est ça que je trouve dommage. 3e échec, c'est quand même celui de l'emploi, vous l'avez dit. Aujourd'hui, sans consolidation, et donc c'est pour ça que je ne crois pas que la consolidation ait des impacts négatifs sur l'emploi automatiquement. Sans consolidation, les 3 opérateurs que je viens de citer, et je ne suis pas en train de critiquer mes compétiteurs parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le choix et je le regrette, ont licencié. Bouygues a licencié il y a quelques années, Free à 5000 salariés n'a jamais bougé,
Bouygues, c'est à peu près moins de 7 000 salariés en France, et SFR, c'est entre 9 et 10 000. Ils étaient 20 000 il y a 5 ans, il y a 4 ans. D'accord ? Et il n'y a pas eu de consolidation. Et ils ont tous ou stagné, ou réduit par 2 leurs effectifs. Sans consolidation. Donc je ne suis pas convaincue que la consolidation aura un effet négatif, très honnêtement, parce que globalement, la consolidation amènera un marché apaisé, elle ramènera de la croissance et de la valeur. Là encore, revenons aux chiffres. Quand on dit dans la presse, et je suis désolée Pierre, que Bouygues fait des très bons résultats et que vous avez un operating cash flow qui touche 100 millions d'euros à la fin de l'année, moi j'appelle pas ça une entreprise en croissance. Et là encore, je ne tacle pas Bouygues parce que j'ai un très très grand respect pour mes compétiteurs et pour ce qu'ils font qui est formidable. Mais on ne peut pas dire qu'au niveau économique français, une boîte qui fait 100 millions d'euros de cash flow sur les télécoms soit une boîte en pleine croissance et formidablement bien en forme. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, elle a acquis X milliers de clients, mais comme ça ne lui a rien rapporté réellement en valeur, regardez ce que font les autres opérateurs dans le monde. C'est en milliards. C'est en centaines de millions. Même le plus petit en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, atteint les 2-3 milliards d'operating cash flow. C'est ça la réalité. Donc moi, la consolidation, je pense qu'elle est nécessaire pour que nous soyons tous plus puissants et tous en meilleure santé. Une dernière question quand même sur la consolidation, malgré tout. C'était pas prévu, mais quand même, ça fait des années que les opérateurs essaient de se racheter entre eux. Vous avez fait une tentative il y a pas si longtemps que ça. Sauf que là, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui change. C'est que comme Free va un petit peu moins bien, eh ben, ça alerte un petit peu les pouvoirs publics et vraisemblablement le régulateur qui a dit récemment qu'il était plus fermé à une consolidation sur le marché français, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Alors peut-être qu'il se dit que si jamais voilà, le Maverick est en difficulté et le Maverick doit couler, à ce moment-là, ça serait une catastrophe pour le marché français. Mais est-ce que du coup, vous sentez une inquiétude du régulateur et des pouvoirs publics peut-être plus importante depuis que ça touche Free ? Je compléterai la question de Pierre par quel schéma de consolidation vous paraîtrait le plus créateur de valeur ? Je pense que vous avez raison. Je pense que les mauvais résultats du premier trimestre de Free ont été un vrai séisme sur le marché d'abord financier, en cours de bourse, mais aussi dans la façon dont les analystes ont perçu ce qui se passait, et ce qui évidemment a fait écho chez l'autorité, chez le régulateur. Le régulateur, en France, dans le marché des télécoms, il a une vision qui lui est propre, qui est de dire nous devons être dans ce qu'on appelle une compétition pure et parfaite. Donc une compétition pure et parfaite, c'est 4 opérateurs qui se répartissent 25% de part de marché. Chacun a 25% de part de marché. Voilà. C'est le concept et la base même de la posture du régulateur qui se respecte, que moi je crois complexe et antinomique avec les investissements que nous avons à faire et au final avec une compétition par les infrastructures qui est aussi demandée en parallèle et une compétition économique dans laquelle on est. Donc effectivement, je pense que l'opérateur, le régulateur, sur ce principe-là, avec un Maverick qui est aujourd'hui en difficulté, qui est le 4e entrant, se rend compte qu'au global, on a plutôt intérêt à aller sur un marché à 3, peut-être avec une compétition, une régulation, enfin une compétition qui amène effectivement à une répartition de parts de marché plus stable, mais sur lequel tout le monde sortira. Oui, je pense que c'est une réalité. D'ailleurs, il a commencé à l'annoncer. En annonçant en tout cas qu'il ne s'opposerait pas à la consolidation, ce qui n'avait pas été le cas en 2016 quand nous avions fait une tentative avec Bouygues en janvier 2016, et ce qui est plutôt, j'allais dire, de bonne aloi et une bonne position par rapport au marché des télécoms. Là encore, moi j'essaye d'avoir une vision qui est celle de l'opérateur Orange que je défends, et évidemment que j'essaye de faire progresser en permanence, mais un marché qui est en déperdition n'est bon pour personne. Pas non plus pour l'opérateur leader, dans tous les cas, il ne faut pas se leurrer. Gagner sur un marché qui est en difficulté, je suis désolée, ça n'a pas de sens. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai changement de posture qui devrait faciliter les discussions, parce que ce qui est compliqué dans la consolidation des télécoms, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas consolider qu'à 2. Et là encore, il n'y a pas entente, je le dis tout de suite au cas où il y a un juriste dans la salle, où il n'y a pas entente, mais il faut qu'il y ait une forme de collaboration, parce que globalement, quand vous avez consolidation, vous avez automatiquement ce qu'on appelle des remèdes pour éviter qu'il y ait des positions trop dominantes, et donc vous avez des répartitions à faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'est-ce que vous répartissez dans le cadre d'une consolidation. 2 choses, des parcs clients et puis le réseau. Et sincèrement, un réseau, c'est pas des boîtes de petits pois où vous mettez les vertes à droite, les jaunes à gauche, les rouges au milieu.
c'est très compliqué de se répartir un réseau, surtout quand vous avez des opérateurs avec des différences de qualité de réseau. Donc en fait, la consolidation ne pourra jamais se faire sans le fait que l'ensemble des opérateurs se mettent autour de la table pour être d'accord. Il y a les fréquences. Donc on a un asset à répartir qui est extrêmement compliqué. Donc pour que la consolidation ait lieu, il faut que vous ayez 2 scénarios possibles. Soit un acteur qui rachète un deuxième acteur, soit un autre scénario qu'on voit poindre en ce moment, qu'on a déjà essayé de tenter et qui repoint à nouveau, qui est 2 opérateurs qui s'associent et qui partagent capitalistiquement le 3e opérateur. Ce qui est un tout petit peu différent. C'est je ne me vends plus, ou je ne te rachète plus, nous nous associons pour créer un opérateur. Ça s'appelle un ménage à 3, ça. Potentiellement. Je ne sais pas qui fait l'amant, le mari, la femme, mais voilà. En tout cas, c'est encore un scénario. Si vous avez les noms, on est preneur. Quel est le meilleur schéma? Alors, moi, je lis la presse. Sur la presse. Je lis la presse. Dans ce que je lis dans la presse, effectivement, des discussions entre SFR et Bouygues, avec notamment une volonté d'essayer de créer un opérateur dans lequel chacun aurait une part du capital. C'est ce qui se dit aujourd'hui dans la presse, et ce qui est un scénario sans doute plus facile, plus réaliste que celui d'un simple rachat avec abandon, j'allais dire de souveraineté d'un des opérateurs, parce qu'il y a une autre spécificité du marché français que j'ai oublié de vous signaler, mais qui là rentre à plein fond dans la consolidation, c'est que vous avez 4 opérateurs, mais sur les 4 opérateurs, vous avez 3 opérateurs qui sont détenus par les propriétaires. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que lorsque vous avez des entreprises avec des présidents nommés, ce qui est notre cas. Et quand vous êtes propriétaire d'une entreprise que vous avez montée, sur laquelle vous avez, j'allais dire, donné toute votre sueur, vos larmes, globalement, vous y êtes attaché et la cession est très complexe. Donc voilà, la spécificité de ce marché-là et sur la conciliation est un point important. Donc la consolidation aujourd'hui passe par 2 scénarios, rachat ou alors accord, potentiellement capitalistique, des 2 opérateurs. On voit que ce scénario est en train, en tout cas, de se dessiner, de se travailler, avec le soutien bienveillant, en tout cas, de l'ARCEP, qui laisse ouvert les discussions et qui soutiendra, et sur lequel l'ensemble des opérateurs, je pense, seront aussi en position de soutien, parce qu'on voit bien que ça sera salutaire pour tout le monde. Alors parlons un peu, parce que le temps passe, de disruption de l'avenir avec la 5G. Donc on a une actualité qui date d'hier, je ne sais pas si le public est au courant. La France, enfin, s'est dotée d'une feuille de route pour la 5G et sous l'égide du secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, l'ARCEP, donc il y a eu une conférence de presse hier en disant qu'il allait y avoir 4 chantiers prioritaires lancés pour rattraper le, ouvrez les guillemets, retard français, relatif peut-être à d'autres pays, dans la 5G. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette feuille de route? Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est incitative à investir? Et qu'est-ce qu'on peut dire d'abord aussi de la 5G? Parce que les gens n'ont pas forcément on voit bien la 4G, mais qui n'est pas complètement déployée. Donc, qu'est-ce que la 5G pourrait apporter de plus au marché français? On va peut-être commencer par le dernier point, qui est effectivement qu'est-ce que la 5G va apporter demain par rapport à la 4G. On parle de véritable révolution dans la 5G et ça sera une réalité versus la 4G. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Quand nous sommes passés de la 3G à la 4G, au final, nous n'avons pas changé d'infrastructure, nous n'avons pas changé le réseau, nous avons simplement, j'allais dire, fait ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire organiser une montée en puissance des débits existants. La 5G, c'est une autre configuration, c'est quasiment un autre réseau que nous allons déployer qui va avoir 2 grands bénéfices. Le premier bénéfice, c'est celui d'abord de donner plus de débit, donc plus de capacitaire au réseau existant et qui va tenir compte de la révolution dont on parlait ensemble au tout début de cet entretien, qui est la vidéo. La vidéo qui est en train au final d'émerger, notamment en mobilité, comme quasiment l'un des premiers usages sur les mobiles. La télévision que l'on consomme, les matchs de football, mais pas que, la volonté de parler en vidéo, etc. Donc aujourd'hui, nous avons un réseau 4G qui est tout à fait capable de tenir cette logique-là, mais on voit bien que la libération qui s'est faite à la fois tarifaire et des godets data que vous avez, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des moyens de consommer, a libéré les usages. C'est un peu tautologique, donc les usages se développent. En l'espace d'un an, sur l'année 2017, le trafic a augmenté de 150% en France. C'est énorme.
Et on pense que l'année prochaine, on reprend 150%. Donc le trafic va augmenter de 300% en 2 ans. C'est une révolution que nous n'avons jamais connue. Donc ça, première réponse du capacitaire du débit. Mais la 5G, c'est surtout et avant tout un nouveau réseau qui va permettre d'offrir un nouvel écosystème à l'innovation et aux usages. Parce qu'on va pouvoir créer des réseaux spécifiques qui vont pouvoir embarquer des usages totalement innovants, qui vont demander une fiabilité, une qualité et une préservation du réseau unique. Je vais vous donner un exemple concret, la voiture connectée ou la voiture autonome. Aujourd'hui, le réseau mobile, vous le partagez. Tous que nous sommes dans la salle, là, nous partageons la capacité du réseau de l'antenne qui est à proximité. Demain, si vous avez votre voiture autonome, que vous sortez de la salle, que vous prenez votre voiture autonome, vous n'allez pas tellement avoir envie de partager le réseau avec le voisin d'à côté en n'ayant pas la certitude que le réseau va vous suivre sur cet usage de voiture autonome. Ce que la 5G va pouvoir permettre, c'est ça. C'est d'avoir des réseaux spécifiques, dédiés, que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui avec la 4G, avec un débit garanti, une qualité, une exigence dans le domaine du médical, pour l'assistance à domicile, mais aussi pour la télémédecine, pour la voiture autonome, et pour tout ce que demain nous pourrons créer de réseaux quasiment dits privés, sur lesquels auront des usages qui ne permettront aucune défaillance de réseau. C'est ça le vrai usage. Donc ça ouvre un potentiel d'usage et d'innovation qu'on commence à deviner aujourd'hui, mais qui peut être inouï dès lors que la créativité se mettra en place. Donc voilà, c'est ça l'enjeu de la 5G de demain, donc bien au-delà de l'usage du grand consommateur. Par rapport à ce qui a été annoncé hier, alors je ne voudrais pas être provocante, mais nous n'avons pas attendu la conférence de presse d'hier matin pour nous emparer de la 5G, très honnêtement, parce qu'au final, la 5G, c'est l'avenir des opérateurs de télécommunications, c'est l'avenir des télécoms, c'est l'avenir au final de l'économie française et de l'industrie aussi au global. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes déjà depuis 2016 et nous avons déjà fait des demandes d'expérimentation. Aujourd'hui, on en a à peu près 11 à travers la France sur lesquelles nous avons demandé des autorisations. Alors nous avons eu des autorisations hier, donc c'est bien parce qu'en fait la conférence de presse nous a permis d'avoir des autorisations qu'on demandait depuis mi-2016. Donc ça, c'était par contre vraiment bien. Ce qui fait que nous allons pouvoir accélérer les expérimentations. On en a à Lille, on en a à Douai, on en a à Marseille, on en a à Montlhéry, sur lequel nous travaillons avec des équipementiers et des constructeurs automobiles pour justement commencer à tester sur la 5G ces voitures autonomes. Le déploiement de la 5G, il nécessite 4 prérequis. Ça, il faut l'avoir en tête, qui explique ce qu'on appelle retard, qui n'est pas vraiment un retard. 4 prérequis. Il faut d'abord avoir des normes fiabilisées et des normes européennes. Donc il faut déjà qu'on se mette d'accord avec 28 régulateurs. Ce n'est pas la chose la plus simple du monde, mais nous y arrivons. 2, il faut avoir des fréquences qui sont libérées, qui sont attribuées. Elles seront attribuées par l'ARCEP et par le gouvernement en 2020. C'est pour ça qu'on demande des autorisations d'utiliser des petits bouts de fréquences en ce moment pour faire des tests. 3, il faut des terminaux, parce que globalement, les terminaux 4G dont vous disposez tous pour la plupart ici ne fonctionneront pas sur la 5G, les normes étant différentes. Donc il faut que les équipementiers, les constructeurs, produisent des terminaux adaptés à la norme, adaptés aux fréquences, donc on a besoin d'avoir les informations aussi, et qui seront déployés sur le marché français. Les premiers terminaux 5G sont attendus en France à la mi-2019. Et puis après, il faut quand même que l'opérateur ait le temps de déployer ses antennes. Et il faut, pour couvrir la France, je le dis tout de suite, à peu près 30 000 antennes que nous allons installer en 5G. Donc là encore, je vous explique tout ça parce qu'il faut avoir en tête que le temps de déploiement du réseau, il est incontournable. Il dépend de l'opérateur, mais pas que. Il dépend aussi des pouvoirs publics, de décisions, la décision de les enchères de fréquences, la décision j'allais dire, de nous donner ces autorisations et de pouvoir déployer, c'est eux qui l'ont entre leurs mains. Donc, j'allais dire, nous ne sommes pas seuls à bord et nous avons besoin d'une collaboration étroite avec les pouvoirs publics, avec l'ARCEP et avec évidemment l'ANSSI et avec évidemment le gouvernement, puisqu'il mettra aux enchères ces fréquences. Donc, mais derrière, ce qui est sûr et certain, c'est que déployer un réseau, ça prend du temps. Je voudrais juste là aussi vous dire, on a mis 50 ans pour déployer le réseau cuivre, 50 ans. On va mettre 20-25 ans pour déployer la fibre, et déployer un réseau mobile, ça prend quand même en moyenne 5 à 10 ans. On arrive très très vite à couvrir 80% de la population en 3 ans,
mais couvrir les 99,6% de la population qui fait qu'on arrive en région, en zone rurale, où il y a des tensions et une fracture numérique possible, ça prend quand même encore 5 ou 6 ans. Donc voilà, ce temps-là, il est incompressible et il doit être pris très très en amont. C'est pour ça que globalement, nous sommes évidemment mobilisés comme tous les opérateurs, parce qu'on sait que c'est une course de vitesse à la fin qu'il va falloir accélérer. Avec, on en parlait ce matin, moi je l'ai en ligne de mire, 2024, les Jeux Olympiques en France, sur lesquels évidemment on nous demandera d'être couverts en 5G, et c'est normal. Donc voilà. Donc c'est un travail de longue haleine sur lequel aujourd'hui tous les opérateurs se mobilisent, à la fois parce que c'est le fuel et c'est l'avenir des télécoms, mais ça ne se fera pas sans une prise de conscience que là encore, chacun a son rôle à jouer, jusqu'à la collectivité locale qui doit aussi nous faciliter l'autorisation d'installation des antennes. Je me permets là aussi une petite incise. Il faut en France entre 18 et 24 mois pour installer une antenne mobile. Il en faut 4 en Allemagne, 4 en Angleterre. Voilà. Donc, être en retard, je pense que nous ne le sommes pas. D'ailleurs, Mounir Majoubi l'a précisé hier dans la presse. Par contre, nous avons en France des conditions réglementaires et législatives qui ne facilitent pas l'accélération, on va le dire comme ça. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas intérêt à y aller plus tranquillement, en tout cas sur le déploiement de la 5G, parce que d'un côté, vous investissez aussi beaucoup dans la fibre optique et donc dans les réseaux Internet fixe. Il y a aussi le mobile, avec ce fameux New Deal pour couvrir les zones blanches où le mobile ne passe pas, qui a été dealé avec le gouvernement il n'y a pas longtemps. Et puis il y a quand même aussi, certains disent qu'il y a énormément d'incertitudes sur la monétisation et donc les usages qui vont arriver avec la 5G, et qu'on va avoir les mêmes problèmes au fond qu'avec la 3G et avec la 4G. Par exemple, la 3G, initialement, personne n'imaginait qu'on puisse faire de l'Internet en mobilité, puis l'iPhone est arrivé. Voilà. Et là, on se demande quels vont être véritablement les usages de la 5G, et du coup, quel type de monétisation vous allez avoir là-dessus, et quel retour sur investissement. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes du coup un petit peu attentiste par rapport à la 5G en vous disant, bon, on a déjà des investissements à faire, on va voir un petit peu aussi de quoi sera fait la 5G, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites, on y va maintenant, et puis en attendant, pour reprendre vos propos, que la créativité se mette en place, quoi? Alors, il y a 2 choses. D'abord, les éléments de timing et de planning que je vous ai donnés vous montrent que globalement, nous avons quand même un peu de temps avant de déployer réellement la 5G. Ça ne se fera pas avant 2020-2021. Nous aurons passé, nous en tout cas en opérateur Orange France, et c'est le cas de la plupart, la bosse des engagements que nous avons pris sur la fibre, puisque nous avons pris les engagements d'accélérer le déploiement de la fibre dans la zone dite moyennement dense, qui correspond quand même à 10 millions de foyers, à fin 2020, ce qui fait que la 5G devrait venir après, globalement, pour nous permettre justement de tenir compte de ces investissements, puis de des ressources humaines nécessaires aussi. Ce n'est pas une question uniquement d'argent. Un déploiement industriel, c'est à la fois de l'argent, mais c'est surtout des hommes et des femmes qui déploient, et des ressources, notamment fibres d'ailleurs, qui se mettent en œuvre. Donc, j'allais dire, le temps du déploiement est assez conforme au rythme et ne pose pas vraiment question. Par contre, ce qui est vrai, c'est que globalement, je pense que la consolidation est d'autant plus souhaitée par les opérateurs et par l'ARCEP, parce qu'on sait aussi pertinemment qu'effectivement, il faudra trouver un équilibre de monétisation, ou en tout cas d'arrêt de perte de valeur. La monétisation, je vais vous dire, on ne va pas monétiser le réseau. On ne va pas faire payer le réseau plus cher, on va faire payer le fait qu'il y ait des services derrière le réseau. On revient au débat du début. Les opérateurs de télécommunications sont là à la fois pour amener du réseau et amener des services en propre ou en partenariat. Ce que nous monétiserons... C'est un peu la fin de la neutralité du net. Une forme de neutralité du net. Non pas une neutralité du net que j'appelle moi dite démocratique, que l'on doit permettre à tous les apporteurs de contenu, petits ou grands, d'avoir accès au client final. Seul Netflix ne doit pas être, privilégié avec ses 80% de consommation de bande passante entre 18h et 20h, pour le faire court. Par contre, il faut remettre en cause une neutralité du net sur les réseaux dès lors qu'il y aura des usages très particuliers qui demanderont une fiabilité, une sécurité, ce qui n'est pas le même sujet. Et je pense qu'il faut qu'on rentre dans le débat de la neutralité du net en essayant de bien comprendre ce que veut dire neutralité du net avec la 5G dans le cadre de ces réseaux-là. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc,
Pour revenir au sujet, la monétisation, elle aura lieu si effectivement il y a consolidation, et c'est pour ça qu'effectivement vous avez tout ce mouvement qui se met en marche, excusez-moi, mais bon, voilà, en route, pour globalement faciliter le contexte environnemental, effectivement, d'une accélération de la 5G qui va être nécessaire à un moment donné. On n'est pas en train de parler d'augmentation des tarifs, je pense que c'est trop tôt. La monétisation se fera parce que des services seront derrière. Et de toute façon, les prix étant tellement bas que si on arrive juste à stabiliser les prix, on sera déjà formidablement heureux. Je reviens sur la neutralité du net, alors plutôt version 1, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Alain Veil, qui dirige donc SFR aujourd'hui, a dit peut-être faudrait-il se poser la question d'interdire Facebook, voire Netflix, ou en tout cas, il posait la question, effectivement, que je n'avais pas ce chiffre, je ne sais pas si ce chiffre est exact, 80%. C'est aux États-Unis, pas en France. Aux États-Unis. En France, alors je ne sais pas combien c'est en France, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas effectivement en train d'entrer dans vous en avez un peu parlé au début, dans ce conflit finalement qui est traditionnel, entre les fournisseurs d'accès Internet et un certain nombre d'acteurs qui sont des géants aujourd'hui, des géants du numérique, et qui ont pu profiter finalement de cette situation. Et donc le partage de la valeur, effectivement, s'est déformé en votre défaveur. Oui, alors... Donc faut-il qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration d'Alain Veil ? Ce que dit Alain Veil très précisément, c'est qu'effectivement la neutralité du net empêche la rémunération par des GAFA, Facebook, Google ou Netflix, des télécoms. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son postulat, même si je suis d'accord avec le fait qu'il faut arriver à avoir une rémunération. C'est pas la neutralité du net qui empêche j'allais dire, la rémunération de l'usage d'un débit extrêmement dominant. Je suis désolée, c'est pas vrai. Au global, la neutralité du net n'empêche pas un deal économique à trouver entre les opérateurs et les fournisseurs de services. Et d'ailleurs, Netflix aujourd'hui, rémunère en partie, un petit peu, en tout cas, les opérateurs, notamment en France. En tout cas, nous l'avons tenu à la tête d'Orange France, parce qu'effectivement, il y a une consommation du débit extrêmement importante. Donc, on a demandé un partage de la valeur. Mais j'allais dire, c'est un rapport de force économique et c'est un rapport de force commercial entre un transporteur et un opérateur de service. Et la neutralité du net, pour moi, n'est pas liée à ça. Et aujourd'hui, nous n'avons pas été empêchés dans ces deals au nom de la neutralité du net. Donc là où je ne suis pas d'accord sur le postulat de démarrage, je suis sur la fin. Par contre, oui, globalement, un certain nombre d'acteurs, et je pense particulièrement à Netflix, parce qu'effectivement, il est consommateur de bande passante de par la vidéo, ce qui est un tout petit peu moins le cas de Facebook. En tout cas, on ne peut pas le taxer de ça. Globalement, doit soutenir effectivement les réseaux dont il a besoin, parce qu'au final, il n'y a pas de Netflix s'il n'y a pas de réseau de qualité, il n'y a pas de Netflix s'il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de Netflix s'il n'y a pas de 4G ou de 5G. Donc on est plutôt... Vous voulez dire il y a un intérêt réciproque ? On a un intérêt réciproque, lui a intérêt à nous soutenir pour que globalement, il puisse déployer son réseau. Quand vous voyez que AT&T vient de racheter Time Warner, même si hier, d'ailleurs, le gouvernement américain vient de faire appel, le patron d'AT&T a clairement expliqué qu'il voulait que HBO, que vous connaissez tous, soit un Netflix français. Donc quand on va avoir un Netflix américain, un Netflix international, quand vous allez avoir deux opérateurs, Netflix plus HBO, qui vont prendre, cette fois-ci 80, mais 100% de la bande passante du soir, ça n'est plus possible. Donc j'allais dire, c'est une sorte d'intelligence collective, mais c'est un rapport de force commerciale. Et la vraie difficulté que les opérateurs ont, on revient un peu à ce que je vous disais au démarrage, c'est comment ils se positionnent en rapport de force face à ces opérateurs-là. Moi, très honnêtement, je pense qu'il est illusoire de penser arrêter Facebook. Facebook, en France, c'est 26 millions d'utilisateurs. Vous imaginez couper Facebook, c'est absolument inconcevable. Donc la question, c'est comment les opérateurs se sentent en position de force et se positionnent commercialement dans des deals où, globalement, ces acteurs... effectivement, payent les taxes dans les pays où ils le sont et sur lesquels le gouvernement se bat à juste titre, et très bien d'ailleurs, et comment nous-mêmes nous inversons, parce que nous sommes puissants, et là on revient encore à la puissance des opérateurs qui pour moi est un vrai sujet,
pour être capable d'affronter ces opérateurs et être en position de force pour aller obtenir un partage de la valeur. Et c'est ça tout l'enjeu des opérateurs. Les empêcher ces GAFA de prendre position à leur place et partage de la valeur. Je rebondis quand même sur la convergence auquel on assiste malgré tout entre les télécommunications et les médias. Il y a AT&T, Time Warner, il y a aussi Comcast, le numéro 1 du câble aux États-Unis, qui regarde un petit peu Fox et se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant. Orange là-dessus a un positionnement un petit peu particulier. Vous êtes allé dans les contenus un temps, notamment sur la Ligue 1. Ça a été un échec complet. Vous avez abandonné ce projet-là et vous avez perdu pas mal d'argent à l'époque sur la Ligue 1. Maintenant, Stéphane Richard, le président d'Orange, le dit clairement, il ne veut pas avoir des contenus en propre, mais en revanche, les contenus sont quand même importants, et donc il préfère passer des partenariats avec des acteurs des contenus dont c'est le métier. Et malgré tout, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec des AT&T, Time Warner, des Comcast, Fox, est-ce que vous ne vous dites pas que finalement, l'heure de la convergence est peut-être arrivée, et qu'à un moment donné, s'allier avec un grand groupe de médias, ça peut faire sens? D'autant que la fragilité de certains d'entre eux commence à faire aussi la une des journaux. Canal, pour ne pas le citer. Alors, pourquoi est-ce que le marché américain trouve un modèle, et trouve un business model dans la convergence télécom-contenu, et pourquoi nous, en France, nous n'y croyons pas pour le moment? Très clairement, je vais vous le dire assez simplement. Il y a 3 phénomènes. Un, d'abord, la taille du parc aux États-Unis. 400 millions de clients, que vous verrez répartissez à 4 opérateurs. Il y a 4 opérateurs de télécom aux États-Unis pour un parc de exactement 380 millions de clients. Si je le fais, en France, on est 4 pour maximum 60, on est 120 opérateurs en Europe. Donc globalement, on a un problème de taille critique et de parc. Premièrement. Deuxièmement, vous avez un problème de monétisation. Aux États-Unis, votre forfait mobile, $100. En France, 2 €. Pour acheter des droits, que ce soit des droits sportifs ou des droits cinématographiques extrêmement élevés, je vous parlais 85 milliards de dollars pour acheter Time Warner. Vous imaginez le parc client qu'il vous faut, vous imaginez la monétisation possible qu'il vous faut. SFR l'a tenté il y a quelques mois, pas si longtemps que ça, souvenez-vous, en ayant fait des acquisitions extrêmement importantes et en ayant augmenté d'autorité, parce que c'était la seule façon pour lui de le faire, ses prix de 2 à 5 € sur sa base client. Il a perdu des centaines de milliers de clients. Parce que vous n'avez pas d'autre moyen de rentabiliser votre investissement que d'augmenter les prix et de l'augmenter de façon indiscriminée pour que pour que l'ensemble de votre base paie, et pas uniquement les utilisateurs concernés, parce que vous n'avez pas la taille critique. Donc l'équation économique en France ne permet pas cette convergence-là. Troisième phénomène aux États-Unis, ça, vous êtes 4 opérateurs mobiles, vous êtes plus nombreux sur le fixe. Par contre, vous avez une répartition géographique très intelligente où globalement, là aussi, la concurrence est complètement circonscrite puisque vous avez des répartitions du territoire de telle façon que chacun est dominant sur un territoire. Comcast est dominant sur X territoire, AT&T sur X territoire, Verizon sur X territoire, qui fait que globalement, vous n'avez pas de compétition réellement entre eux. C'est pour ça qu'ils maintiennent des prix à $100. Donc là encore, on n'est pas dans ce domaine-là en France. Il faut regarder les conditions économiques du marché et pas uniquement la posture des opérateurs qui fait qu'en France, nous estimons que globalement, la convergence télécom-contenu, de par la taille critique du parc, de par le pricing et la compétition économique et de par le coût des droits, aujourd'hui n'est pas rentable. Nous en avons fait les frais il y a quelques années, ce fut assez cuisant. Et globalement, SFR vient de le faire à nouveau. Donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce qu'elles le seront demain? Je ne sais pas répondre à ça. Et là, j'allais dire, c'est un marché qui, vous l'avez dit, ça fait longtemps que je suis sur ce marché des télécoms, ça va faire 20 ans, j'ai à peu près tout vu. Donc jamais vous ne me verrez dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Voilà, je pense que les choses peuvent bouger, changer. En tout cas, à date, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies de notre point de vue. Et sincèrement, les derniers événements nous l'ont encore prouvé. Mais Canal, quand même, ça vaut plus, enfin, c'est plus que ça a été. Aujourd'hui, Canal en France connaît une vraie crise. Canal connaît une difficulté. Alors, je ne suis pas dans les petits papiers de Canal et je ne gère pas Canal, donc je ne parlerai pas en leur nom. Je pense que la presse a été quand même un peu vite suite à
aux événements de la Ligue 1 et le fait que Mediapro ait raflé la mise effectivement en France pour enterrer Canal. D'abord parce que, la Ligue 1 et les droits de la Ligue 1, c'est pour du 2020. D'ici là, sincèrement, le marché a le temps de se retourner plusieurs fois. Mediapro a montré notamment, je crois c'est en Italie, là où il avait acheté les droits, qu'il a été obligé de les revendre avant même de les mettre sur le marché parce qu'il n'avait pas été capable d'honorer, la dette contractée. Les premières annonces de Mediapro qui annoncent un forfait pour regarder les matchs de la Ligue 1 à 25 €, sincèrement, je n'y crois pas l'once d'une minute. Quand vous vous rendez compte que globalement, à 5 €, SFR n'a pas été capable de le rentabiliser, vous imaginez à 25 €. Si on fait le calcul, pour arriver à rentabiliser ces droits acquis, Mediapro devrait vendre 5 millions de forfaits à 25 €. Donc il va falloir trouver 5 millions de Français prêts à acheter à 25 €. 3 millions aujourd'hui. 3 millions aujourd'hui à peu près. Alors contre aujourd'hui... Avec beIN et Canal. Exactement, et en dehors de la Pay TV, c'est-à-dire aujourd'hui accessible par le satellite, accessible hors dehors de la Pay TV. La capacité d'acheter des bouquets en France, c'est aujourd'hui 6 millions de foyers, d'accord ? Vous avez 6 millions de foyers qui achètent des bouquets. Ça veut dire que vous allez à 90% qui vont acheter les droits de la Ligue 1. Bon, faites un sondage dans la salle. Peut-être que la deuxième étoile va aider peut-être le marché. En tout cas, l'intérêt pour le football semble pas se démentir. Il va falloir vendre une troisième étoile à la clé, je vous le dis. Ça, c'est pour dans 20 ans. Il me semblait que la Ligue 1, c'était des matchs français et pas internationaux. Mais bon. C'est tous les 20 ans. Alors, on va terminer cet entretien pour entendre Alexis Delme dans quelques minutes. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan d'Orange Bank et de l'expérience que vous en tirez? Les banques traditionnelles vous ont regardé, je dirais, avec intérêt, pas forcément crainte jusqu'à présent. Est-ce que ça va changer? Quelle est finalement la percée d'Orange sur ce marché-là? Alors, je pense qu'il y a eu quand même un petit peu de crainte. Il suffit de voir la façon dont nos relations avec toutes les banques avec qui nous travaillons se sont un peu tendues. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un peu d'inquiétude et c'est normal. C'est-à-dire, c'est comme nous quand on voit arriver sur notre marché quelqu'un qui vient le disrupter. Parce que là, c'est vous le Maverick. Voilà, là, cette fois, nous avons fait le Maverick et nous avons disrupté un peu ce marché. Je voudrais dire pourquoi nous l'avons fait et je vais vous là aussi donner... Moi, j'aime bien les chiffres parce que les chiffres quand même racontent aussi de l'histoire. En France, la première banque en ligne qui existe, c'est Boursorama. C'est à peu près 1 million d'utilisateurs. La première banque en ligne en Allemagne, c'est 8 millions d'utilisateurs. Donc globalement, nous sommes venus sur ce marché des banques digitales et plus particulièrement mobiles parce que nous pensons que globalement, il y a un marché, notamment avec l'arrivée des jeunes générations et le développement du mobile dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que très honnêtement, ce marché des banques digitales est loin d'être saturé quand on regarde nos pays compétiteurs et ceux qui nous entourent. Le lancement d'Orange Bank s'est bien passé et continue de bien se passer. Donc nous sommes sur un trend et un rythme aujourd'hui qui est, j'allais dire, supérieur à la plupart des banques en ligne qui se sont lancées. Donc nous sommes très satisfaits de cette dynamique et nous le sommes aussi parce que, alors c'est dans un journal concurrent, mais il y a à peu près 15 jours, globalement dans un test qui a été fait de l'ensemble des banques mobiles digitales et notamment des N26, bien au-delà des banques traditionnelles, Orange Bank a été numéro 1, j'allais dire, dans ce palmarès en termes d'expérience client, même si très honnêtement, nous savons que nous avons encore à progresser et si nous avons encore des efforts à faire et notamment à enrichir l'offre de services. Donc aujourd'hui, cette diversification dont je vous parlais tout à l'heure, que tous les opérateurs essayent d'avoir parce que globalement, il faut éviter la désintermédiation et aller renforcer les services pour maintenir la relation client finale, elle fonctionne. Elle est au début de son histoire. Vraiment, 6 mois d'histoire dans notre monde, c'est extrêmement court. Nous sommes assez confiants et nous savons néanmoins tout le travail que nous avons encore à faire et à opérer pour faire de cette banque véritablement une banque installée dans les années à venir et c'est au final ce que nous voulons faire. Mais on est au tout début d'une histoire qui se passe plutôt bien et qui nécessite que nous continuions et que nous accélérions et que nous gardions les assets d'Orange, la qualité et l'expérience client d'abord. Juste pour avoir une idée, vous êtes à combien de clients Orange Bank là aujourd'hui ? Alors nous sommes à la veille de la communication financière. Je suis désolée Pierre qui a lieu la semaine prochaine et je suis évidemment en période de mute. Vous aurez les chiffres la semaine prochaine, c'est promis. Bien essayé. Quiet période, mais vous n'avez pas été silencieuse, vous avez dit quand même beaucoup de choses. Tous les chiffres que je vous ai donnés datent d'avant du premier trimestre.
sans doute évidemment que vous avez fait attention à cela. Merci beaucoup.